Alors, j'accueille maintenant le docteur Neil Van Geluwe. Alors, j'espère que je n'ai pas trop abîmé son nom en le prononçant. Donc, Neil est médecin urgentiste des hôpitaux à Oostende et Dienzé en Belgique. Et donc, le docteur Neil est également volontaire chez Médecins sans vacances, avec qui elle part régulièrement en mission en Afrique. Donc, Neil va partager avec vous son point de vue de médecin sur l'intérêt, mais aussi sur les limites de l'oxymètre, et notamment en contexte Covid. Donc, Neil, je vous laisse la parole. Merci, merci. Et vous pouvez partager votre écran. Merci. C'est bon? Oui, en appuyant peut-être sur sur le diaporama. Parfait, le mode diaporama. C'est parfait. C'est parfait? Bonjour à tout le monde. Merci Cathy pour l'introduction. Je suis un médecin au champ. Je n'ai pas un titre académique, mais naturellement, je suis la littérature sur le domaine des urgences, y compris sur ce qui concerne le Covid-19. Je travaille aux urgences et depuis mars, je suis confrontée à des patients qui font appel aux urgences avec une inquiétude, suspicion ou bien malades de Covid-19. L'oxymétrie de pouls est un sujet qui me plaît parce que même des années avant la crise de Covid, pour mon travail dans les hôpitaux africains aux urgences pour médecins sans vacances, j'adore introduire un oxymètre car il me donne toujours une mine d'informations. L'oxygène, comme écrit de façon un peu poétique sur le slide, a un rôle primordial dans notre vie. En effet, c'est la vie. Aux urgences et au traitement, l'oxygène doit nous inquiéter dès la première vue du malade. L'oxymétrie est une méthode charmante, comme mon collègue Emmanuel va vous présenter, pour la mesure de l'oxygène dans le sang, car elle est non invasive, peu coûteuse, portable, facile. Avec le oxymètre, nous mesurons le SpO2, qui est la saturation pulsée de l'hémoglobine en oxygène. C'est un pourcentage. C'est le pourcentage d'oxyhémoglobine par rapport au total hémoglobine selon l'oxyhémoglobine et le désoxyhémoglobine. Et ça, c'est mesuré aux périphéries du patient. Le capteur est mis sur le doigt, l'orteil ou l'oreille du malade. En effet, l'oxygène s'exprime de trois façons. Le pourcentage de saturation O2 de son transporteur, l'hémoglobine, dans le sang artériel, SaO2, la pression exercée dans le sang de façon dissoute, le PaO2, et son continu, CaO2, un calcul théorique qui tient compte de la quantité d'hémoglobine. Donc, l'oxygène total dans le sang est dépendant de trois facteurs: la saturation d'oxygène, la concentration d'hémoglobine et l'oxygène dissoute. Et vous savez tous que l'hémoglobine se trouve dans les globules rouges. L'oxymètre SpO2 donne un facteur, c'est le SpO2. Et ce qu'on a constaté par algorithme, il y a une bonne relation entre le SaO2 dans le sang artériel et le SpO2 dans le sang du périphérie. La relation entre la SpO2 et la PaO2 est une relation non linéaire.
La relation entre les deux devient claire par la courbe qui est bien connue, c'est la courbe de dissociation de l'hémoglobine. La courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine, encore appelée courbe de Markov, met en relation la saturation de l'hémoglobine et la pression partielle en oxygène. Sa forme particulière peut se décomposer en deux parties. Dans sa phase ascendante, de faibles différences de PO2 entraîneront d'importants échanges d'O2 et donc de grandes modifications de SaO2. Par contre, dans la phase de plateau, l'hémoglobine est quasi totalement saturée, quel que soit le PO2. La transition entre ces deux comportements très différents se situe au environ d'une PO2 de 60 mmHg correspondant à une saturation de 90%. Conséquence, pour nous, une chute de SPO2 de 99% jusqu'à 82% n'a pas la même valeur qu'une chute de 92% jusqu'à 85%. Ce qui est important, c'est la quantité d'oxygène qui est offerte au tissu. Il faudra connaître le transport artériel de O2, le TaO2, soit la quantité d'O2 transportée par minute vers le tissu. Le transport artériel de l'O2 est égal au produit du débit cardiaque, le QC, par le continu en O2, le CaO2. Si on néglige l'O2 dissoute, parce que ce n'est pas une grande quantité, la TaO, la quantité oxygène au tissu, est égale au produit du débit cardiaque par la concentration de l'hémoglobine et par la saturation d'oxygène. Sur ces trois valeurs, l'oxymètre fournit le SPO2, la saturation d'oxygène. L'oxymètre de pouls ne donne aucune idée sur l'hyperoxémie. Quand que la PO2 soit à 100 mmHg ou à 600 mmHg, le SPO2 sera à 100%. Pour évaluer l'oxygénothérapie sur le patient, il faut éviter l'hyperoxémie. Parce que vous savez tous que l'hyperoxémie donne des effets secondaires négatifs à long terme. Ça introduit des radicaux et ça donne l'atelectase des poumons. Une autre restriction limite de l'oxymétrie est que l'oxymétrie ne dit rien sur le PCO2. Pourtant, le PCO2 est un paramètre nécessaire dans l'évaluation de la ventilation. Le PCO2 nous donne de l'information de l'effort de la ventilation de notre patient. Si le malade doit se forcer pour tenir sa saturation d'oxygène à une concentration satisfaisante, le PCO2 va baisser. Et pour les malades qui souffrent de bronchopneumopathie chronique obstructive, l'oxymètre ne donne pas d'informations sur l'hypercapnie du malade. L'hypercapnie qui introduit la somnolence, qui démotive la ventilation. Si on suspecte une erreur ou si on court vers les limites par oxymétrie de pouls, si on a besoin de plus d'informations sur le gaz de sang, il faut vérifier par une ponction artérielle qui donne plus d'informations. Le pH, le PaO2, le PCO2, le bicarbonate. Ça, on peut s'appeler le co-oxymétrie. Si nous courons vers la pathologie,
On définit hypoxémie, diminution de la quantité d'oxygène dans le sang que nous allons mesurer par l'oxymètre, et l'hypoxie, apport insuffisant en O2 aux besoins des tissus. À ce moment-là, un traitement est nécessaire. On ne connaît pas un niveau exact entre la saturation d'oxygène qui va introduire l'hypoxie. La relation entre le SpO2 et l'hypoxie n'est pas mathématique. On accepte pour les adultes le chiffre 95 et pour l'enfant le chiffre 99. Mais c'est un chiffre relatif. On doit suivre l'évolution. Une chute dit déjà beaucoup. Et pour les patients qui souffrent de bronchopneumopathie chronique obstructive, le niveau cible est 88 à 92%. Les limites, encore une fois, de l'oxymétrie, ça nous donne le SpO2, comparons avec le SaO2, mais ça ne donne pas d'infos sur le PaO2 et le PCO2. Et l'oxymètre nous donne encore un petit cadeau, parce que l'oxymètre ne mesure pas seulement le SpO2, mais mesure aussi la fréquence cardiaque. Et maintenant, l'oxymétrie et le COVID-19. La maladie infectieuse COVID-19 est provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2 et le virus introduit des changements histopathologiques dans les organes, préférés les organes respiratoires et les poumons. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, sur une façon caractéristique pour ce virus, aggrave fortement la situation. Mais aussi des autres organes peuvent être affectés. Vous voyez ici un schéma. Depuis le début de l'épidémie, nos autorités alertent la population sur l'attention à porter des symptômes minimes, infection respiratoire haute, sensation de fatigue, frissons, mal de tête, fièvre, toux et difficultés respiratoires lorsque le virus affecte les poumons. Il est certain que ce virus touche de nombreux organes et peut présenter d'autres symptômes. Cependant, l'atteinte pulmonaire est largement prédominante. La dyspnée est un symptôme dominant inquiétant qui doit être suivi de près. Nous posons plusieurs questions aux patients afin de savoir s'ils souffrent de la dyspnée. Comment est-ce que tu te sens quand tu marches? Est-ce que tu peux faire le ménage de ton travail sans être essoufflé? Comment est-ce que tu te sens lorsque tu montes un escalier? Important à dire qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques. 75 à 80% se présentent avec une infection légère. 15 à 20% se présentent avec une infection sévère qui a besoin d'une hospitalisation. Et il y a 5 à 8% qui vont arriver dans un soin intensif. Il y a une mortalité de 2%. Très important à dire pour nous est que le malade peut être pris par le Covid sans symptômes, mais avec une désaturation dans les premiers jours. Les jours où la maladie va s'aggraver se sont situés entre le 5e et le 8e jour. Nous demandons tous les facteurs de risque connus, car ces facteurs peuvent entraîner des formes plus graves. Le traitant sera attentif à cela pour le suivi du malade.
mais le contraire n'est pas dit. Il y a des gens en pleine santé qui sont atteints de formes graves de Covid. Les paramètres. Les signes vitaux ou paramètres sont connus au monde basés sur le système ABCD. Comme urgentiste, j'adore de parler des paramètres. Ce sont la fréquence respiratoire, la saturation, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la température, l'évaluation mentale. Pour le COVID-19, il n'y a pas autre chose. Toute personne qui est dans les mains d'un médecin ou d'un infirmier doit être paramétrée. Et pour le COVID, naturellement, l'attention est tirée vers les paramètres respiratoires, donc la fréquence respiratoire et la saturation. Alarme pour un malade adulte qui a une fréquence respiratoire plus que 30 par minute. La saturation qui nous intéresse a une valeur prédictive. Même sans symptômes, le malade peut se présenter avec une désaturation étonnante, un signe d'alarme. La saturation va nous emporter vers l'action, la thérapie, l'oxygéner le malade, première chose à faire. Et le suivi de la saturation nous permet d'évaluer l'évolution du malade ou son traitement. Dia très importante pour nous, la valeur de l'alarme de SPO2, de l'oxymétrie, est fixée sur 92%. Il s'agit de la valeur à partir de laquelle nous décidons d'oxygéner le malade. On commence par oxygéner avec des lunettes nasales. On suit la saturation. Si n'est pas suffisante, la valeur supérieure à 93 jusqu'à 96. On avance avec des lunettes nasales sous pression. Et voilà, si ce n'est pas suffisante, on continue par masque. Si ce n'est pas suffisant, on avance avec masque sac et on avance avec masque sous pression. Si la situation est mauvaise, on mesure la saturation par oxymètre chaque 1 à 2 heures. Si la situation, ça va, on va mesurer la saturation au moins 3 fois par jour. Et voilà le schéma que j'adore qui donne la relation entre la SPO2 et l'oxygénation du malade. La décision travaille en deux sens. L'augmentation de l'apport d'oxygène, mais aussi la diminution de l'apport de l'oxygène décidée par la valeur mesurée avec l'oxymètre, la valeur SPO2. Et nous savons tous, pour le COVID-19, on n'hésite pas trop longtemps pour intuber un malade. Et ici, les critères, si l'oxygène ne suffit plus à haut débit et haute concentration, s'il y a une progression rapide dans des heures, si une détérioration respiratoire par fréquence respiratoire qu'on a calculée, s'il y a une détérioration mentale, si le malade arrive à un choc, s'il y a un faillissement multi-organes. Important à dire, c'est qu'un malade intubé, on va évaluer naturellement par l'oxymétrie, mais à ce moment-là, ça ne va pas être suffisant. On doit avoir des ponctions artérielles ou bien un cathéter artériel pour suivre aussi la capnie et le PaO2. Conclusion.
L'oxymétrie de pouls fait depuis longtemps partie de notre quotidien. C'est une méthode bon marché, non invasive, rapide, qui nous informe de la saturation d'oxygène dans le sang. Le COVID-19 renforce encore son utilité. Cette mesure précoce et thérapeutique de la saturation oxyhémoglobinée a une réelle importance diagnostique et pronostique influence sur les décisions médicales. Cet oxymètre nous permet d'évaluer le malade, même à domicile, même par consultation téléphonique. Et la saturation va nous diriger vers des actions, oxygénothérapie, consultation urgente, hospitalisation, admis aux soins intensifs, intubation. Je dois encore dire que la fréquence respiratoire est aussi un paramètre à évaluer ensemble avec la saturation. Et la limite, l'oxymétrie, comme on a déjà plusieurs fois expliqué, dirige vers une ponction artérielle. Je finis avec une photo prise sur une de mes missions pour médecins sans vacances aux urgences dans l'hôpital de Niantende au Congo. Vous voyez tous l'oxymètre au lit de ce petit enfant qui était fort malade. J'ai bien introduit cet oxymètre dans ce service d'urgence. J'ai donné des cours et on s'est bien exercé ensemble au service d'urgence. Je dédie cette présentation à mes collègues du monde entier qui doivent traiter ces malades avec beaucoup moins de matériel en ce temps difficile de Covid. J'espère, avec toutes nos forces ensemble, même de ce jour et même de ce public, nous contribuons à une médecine plus juste à la santé de chacun où que ce soit. J'espère que je vous ai convaincu de l'importance de l'oxymétrie de l'oxymètre. L'oxymétrie est un acte nécessaire, surtout dans cette pandémie de Covid. Je dis merci à Gabriela et Adriana pour que j'ai constaté que l'oxymétrie est une priorité pour l'OMS. J'espère que l'oxymètre sera disponible dans tous les coins du monde qui est pris par la pandémie COVID-19. L'oxygène va survivre. Merci pour votre attention. Merci tous. Merci beaucoup, Neil, pour votre présentation qui est très riche et très émouvante aussi, et qui montre que cet équipement très courant finalement que représente l'oxymètre, eh bien, c'est l'un des équipements les plus importants à avoir à ses côtés pour le diagnostic finalement, mais aussi bien sûr pour la prise en charge des patients Covid, et qu'il est vraiment pour les médecins une grande aide à la décision quant au traitement d'oxygénothérapie à leur administrer.